Le coup tordu, le 272e épisode du coup tordu, le coup tordu, le fameux podcast qui parle de vélo, qui parle de cyclisme, le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews, des previews, 272e épisode consacré à la grande preview de Paris-Roubaix 2025. Dans l'épisode précédent, l'épisode 271 avec Latib et Phoenix, on vous a fait la grande preview de la 4e étape du Tour du Pays Basque 2025, la preview, les pronostics. On est longuement également revenu sur l'actualité vélo de ce début de mois d'avril 2025. Mais donc on retrouve à nouveau la Dream Team du coup tordu, Latib et Phoenix pour le Paris-Roubaix 2025. Et donc Thibaut, je te laisse la main sur le parcours. Tu sais, le parcours, il n'y a pas beaucoup de changements. Des fois, on introduit 2-3 secteurs qui sont nouveaux, mais c'est juste des petites bifurcations avant ce long enchaînement final à partir limite d'Aveluy et jusqu'à l'arrivée. Donc la centaine de derniers kilomètres, elle ne change pas. Alors, il y a quand même une histoire d'un carrefour, oui. C'est à l'entrée de la Trouée d'Arambert, c'est ça ? Il y a quand même une modification qui est de taille cette année, c'est l'approche de la Trouée d'Arambert, puisque l'approche de la Trouée d'Arambert l'année dernière, pour des raisons sécuritaires, on avait mis une chicane infâme qui n'a pas vu d'accident, puisque grand bien en aura pris aux Alpecin d'avoir borduré dès le 3e secteur pavé, donc à 140 km de l'arrivée. Résultat, ils sont arrivés dans cette chicane à 32 coureurs. Donc à 32 coureurs, c'était pas un peloton complet et ASO a été sauvé. Mais du coup, ASO a planché son sujet et passera du côté du site minier d'Arambert. On a bitumé la sortie où il y avait des gros trous et là, on va avoir un enchaînement de 4 virages à 90 degrés, donc de quoi ralentir fortement le peloton avant cette Trouée d'Arambert où les coureurs arrivaient en faux plat descendant à plus de 60 km/h. Alors, il y a un truc qui est capital, sur toutes les courses de vélo, mais voilà, peut-être encore plus sur Paris-Roubaix, la météo. Alors, je vous le dis, on enregistre le podcast le mercredi soir. Voilà, on est à J-3,5 avant la course, donc le mercredi 9 avril. Il y a des interrogations au niveau de la météo. Enzo, qu'est-ce que ça donne au niveau des radars au moment où on enregistre le podcast ? Quel est le pourcentage de chance d'avoir de la pluie sur le parcours ce dimanche ? Alors, tu me l'as demandé ça probablement 30 secondes trop tôt. Ah. La page est toujours en train de charger. D'accord. Toi Thibaut. Moi j'ai regardé, les différents radars sont quand même assez partagés. En fait, il devrait pleuvoir, mais on sait pas vraiment à quelle heure. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thibaut ? Ouais, mais moi ça a diminué en fait parce que à la base j'avais des radars il y a quelques jours où justement sur les réseaux ça s'excitait pour la pluie et en milieu d'étape avant la Trouée d'Arambert, je vais même te dire où si j'arrive à retrouver vers Solesmes. Et là, du coup, t'avais des radars de pluie qui commençaient à s'activer, et puis ça commençait à être de la grosse pluie jusqu'à pas la fin de parcours, un peu avant Mont-Saint-Pével, et ça se serait arrêté jusqu'à la fin. Et là, honnêtement, mes radars de pluie ils diminuent parce qu'on est passé de littéralement 90%, 92% de chance de pluie à 51, et je suis passé de précipitations qui étaient quand même estimées à 2 mm par heure à 0,014. Donc beaucoup moins. Mais alors, ouais. Alors du coup, est-ce qu'on... Il y a toujours des risques de pluie, mais ils ont diminué et plus ça va, plus on avance, plus ce serait plutôt en début de journée qu'en fin du côté de Roubaix. On passe de pourcentage de pluie à 40% à littéralement en après-midi à 15%. Ouais, donc c'est pas sûr qu'on ait de la pluie et c'est pas sûr qu'on ait du pavé mouillé, quoi. On peut avoir du pavé un peu humide parce qu'il devrait pleuvoir pendant la nuit, mais c'est pas dit qu'il pleuve pendant la journée. Bon, Enzo, tes pages se sont chargées ? Ouais, à peu près pareil. Moi, je vois juste pour l'instant peut-être de la pluie en milieu de course, mais rien d'exceptionnel. Et puis surtout les 2 dernières heures où j'ai un temps sec.
Alors, en revanche, il y a un truc qui paraît clair, net et précis depuis plusieurs jours, et ça bouge pas. Thibaut, on est d'accord, on va avoir un Paris-Roubaix Vando. Plutôt d'ouest, sud-ouest, donc pas totalement Vando. Trois quarts. Sur le départ, ouais. Sur le départ, ouais, mais sur, par exemple, là, si j'y vais, à la sortie, par exemple, de la Trouée d'Arambert, jusqu'à la sortie après, il y a quelques sections qui seront vent favorable, mais jusqu'à la sortie de Mont-Saint-Pével, ce serait un vent défavorable, parce que ce serait un vent plutôt de face. D'accord. On a vraiment toute la section, en fait, de la banlieue de Valenciennes jusqu'à Orchy, même un peu après Orchy. T'as un vent qui est quand même côté 3/4 face. Enfin, ça va rarement être favorable sur cette longue portion-là, par exemple. Est-ce que le coup de la bordure tentée par les Ineos il y a 2 ans dans la plaine de Compiègne, est-ce que à première vue ça peut être un coup qui peut être tenté? Est-ce que les conditions sont réunies pour ou pas? Non. Le vent est... Non, parce que le vent, il est pas assez fort. Honnêtement, tu pars sur la première heure, t'es à 18-19. Après, c'est vrai qu'il y a une portion où c'est peut-être un peu plus favorable, mais tu tombes à 17. Et puis après, on réaugmente vers 22. Mais vers 22, tu commences à arriver dans ces secteurs pavés. Donc, est-ce que tu peux avoir un coup à la Alpecin? C'est la question. Enzo, t'allais dire? Non, rien de plus que Thibaut. Pour moi, le vent est vraiment, selon certains endroits, juste à la limite de ce qu'il faut. Mais en tout cas, sur les premiers, presque les 100 premiers kilomètres, t'as rien. Alors, on va parler de l'échappée matinale. Alors, pas uniquement pour ceux qui jouent sur Side Limit et qui cherchent des électrons libres, mais aussi parce que Paris-Roubaix est peut-être le seul monument et peut-être même la seule classique World Tour où, quasiment une des seules où chaque année on voit l'échappée matinale, quelqu'un de l'échappée matinale réussir à aller faire un top 10, voire mieux. On se rappelle de Sullivan Dillier par exemple, qui avait terminé 2e derrière Peter Sagan, mais tous les ans quasiment. Alors je crois que l'année dernière, c'est peut-être la seule année où on n'a pas vu un mec de l'échappée matinale faire le top 10, mais sinon c'est assez régulièrement. On se rappelle c'était l'année où Sonny Colbrelli l'emporte. Je crois que c'était Florian Vermeersch qui était parti dans l'échappée matinale. Surtout Moscon qui allait gagner s'il n'avait pas eu de crevaison et une chute. Oh, tiens, j'y ai pensé. Carrément. Ah ouais, mais là mais là c'est là il a été rattrapé par le karma quoi. Ça c'est sûr, mais dans les faits, il aurait très certainement gagné. Ah, ça m'aurait cassé les couilles que ce mec-là devienne une légende en remportant. Mais effectivement, ouais, il était très très bien parti. Donc, prendre l'échappée matinale n'est pas quelque chose. Avoir un coup d'avance sur Paris-Roubaix n'est pas quelque chose d'anecdotique. Lorenz Rex, qui avait fait 9e en partant de l'échappée matinale en 2023. Alors, bien évidemment, faut que les planètes s'alignent, faut de la chance, faut de la réussite, mais prendre un coup d'avance, c'est aussi quelque chose de très important sur Paris-Roubaix. Alors, on n'a pas encore la start list complète, mais toi, Thibaut, est-ce que il y a des noms comme ça qui te viennent à l'esprit, des mecs qui peuvent tenter le coup de loin, pas simplement pour marquer des points sur Side Limit, mais pour aller jouer un beau classement à l'arrivée sur le Vélodrome de Roubaix? Honnêtement, sans la start list complète, c'est compliqué, tout en sachant que le départ va être compliqué. L'échappée, elle va pas s'établir comme ça. On a vent favorable. T'as des mecs qui vont vouloir partir tôt. T'as peut-être même les Emiratis qui vont vouloir à ce que l'échappée aussi mette du temps à s'établir, parce que qui dit départ rapide dit édition rapide, dit édition éprouvante, donc dit édition qui peut être un peu plus favorable à Tadej Pogačar parce qu'on aura instauré de la fatigue avant. Donc je sais pas, c'est difficile de s'établir. Maintenant, je vois que du côté des Total, on aurait Alexis Brunel qui sera aligné. C'est un profil assez parfait pour aller à l'avant, ou un Samuel Leroux. Complètement.
complètement. Alors Alexis Brunel, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, il a abandonné assez vite sur le Grand Prix de l'Escaut. Il avait fait une belle échappée sur Gand-Wevelgem, mais il semble évident que du côté de la Total Energy, on va essayer d'en mettre à l'avant. Enzo, t'allais dire un truc ? Ouais, alors vas-y, Enzo. Je vais attendre de savoir s'il est sur la course, oui ou non. Mais clairement, c'est une course pour Verstrofer. Parce que s'il y a un jour où il faut partir dans l'échappée avec une chance d'aller au bout, ou en tout cas une chance de ramener un bon résultat, c'est dimanche. Après, j'avoue, je connais pas assez le coureur. Je sais pas exactement ce qu'il vaut sur des pavés comme cela. Mais bon, je crois qu'il était encore dehors aujourd'hui sur le Grand Prix Cric-Lyon. Sur le. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, je t'ai dit, Verstrofer et pourquoi je mange la feuille à chaque fois ? Brunel. Et Vercouilly se battent pour savoir lequel va lâcher en premier sa mère. Donc je sais pas. Mais oui, en vrai, il est là. Il est là. C'est sûr qu'il va essayer. Et vu la bête à rouler que c'est, honnêtement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors de là à gagner ou faire podium, on va peut-être pas abuser, surtout quand tu vois le taux de spécialistes et de grosses brutasses qui vont s'aligner, mais honnêtement, un top 10, pourquoi pas. Thibaut, tu as eu l'occasion, moi il y a un coureur qui m'intéresse, il a coché ce Paris-Roubaix, il est très en forme, voilà, Łukasz Kubis. Moi cette équipe Unibet, va falloir quand même qu'on en parle et qu'on en parle de plus en plus. Moi il y a un truc, il y a un état d'esprit, ce qui est voilà ce que je disais l'autre fois dans un live, c'est quand on prend l'interview des copains de Sans Oreillettes qu'ont eu Axel Huens et toi l'interview que tu as eu de Łukasz Kubis dans Vélo Futé, j'ai envie de dire les deux interviews c'est presque comme un puzzle qui s'emboîte, on sent qu'il y a un état d'esprit, on sent qu'il y a un truc un petit peu comme on a vu arriver Uno X il y a 5 ans à peu près. Ça, moi je fais un parallèle quand Huens explique que à l'hôtel chez les Rockets ça rigole et que chez les équipes concurrentes à table il y a pas mal d'équipes où ça tire la gueule. Le fait que Kubis est signé jusqu'en 2027 c'est quand même un gros signe de conscience. Donc je pense qu'on vient pas sur Paris-Roubaix pour enfiler des chaussons à 1000 pattes, on a un plan. Pour moi Kubis est clairement la carte maîtresse. Est-ce que lui il a pas intérêt à anticiper? Moi, tu vois, moi je le sens comme ça. Je sais pas, parce que en fait son discours c'était quand même si tu veux être avec les meilleurs et si tu veux être là pour la gagne, il faut toujours être placé. C'est un mec qui se place super bien. Est-ce qu'il va pas plutôt moi de ce que je ressens et de ce que je vois du coureur, j'ai plus l'impression qu'il va tenter dans le peloton, mais qui sera toujours là à être alerte et à être en début de peloton. Ouais, donc tu le vois pas tenter le. Je pense que ce sera plutôt une opportunité pour les coéquipiers. On essaye pour les autres d'entourer au mieux Łukasz et qu'il aille le plus loin possible, mais c'est un mec qui sait et qui aime courir à l'avant du peloton et être bien placé, parce qu'il l'a dit lui-même. Si t'es bien placé, si t'es à l'avant, tu vois la course, tu vois devant, tu vois les attaques. Si t'es derrière, t'es pas en position de gagner, donc tu gagneras pas. Et donc oui, il a tout résumé. Donc là, forcément, ça va être un petit peu la force d'étreint pour amener les mecs sur les pavés. Alors pour toi, Enzo, quelle est sur la start list l'équipe qui paraît la mieux équipée, j'ai envie de dire? Est-ce que pour toi, les UAE ont clairement les nuts, ou est-ce que du côté des Alpecin ou du côté de la Lidl, il va quand même y avoir du répondant? Lidl, tu vas quand même avoir du solide. Pedersen, Stuyven, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur le Tour des Flandres, quand même pas mal. UAE, UAE c'est solide aussi quand même. Ouais, c'est chaud UAE. Une passion solide. Après, c'est solide, mais à voir comment ils vont courir. Est-ce qu'ils vont faire comme d'habitude avec un train de 6 coureurs pour propulser Pogačar? Je pense pas, parce que tu veux le propulser où? C'est pas comme s'il y avait un vieux Quarmont où tu peux le lancer.
C'est Thibaut, je crois que tu avais une réflexion intéressante là, en fin de journée sur Tweet. Je vais l'expliquer. Peut-être. Bah vas-y. Bah écoute, en fait, j'adhère plutôt à la théorie, donc je vais te laisser le dire. On l'a vu, il y a un pattern du côté de l'équipe Emirati, c'est que quand ils courent pour Tadej Pogacar, ils font un gros train jusqu'à ce que Tadej Pogacar s'isole et attaque dans une difficulté. Le fait est que sur Paris-Roubaix, il y en a pas. Et quel est le meilleur moyen d'aider Tadej Pogacar? C'est que la course soit dure, mais faut la rendre dure aussi pour les adversaires. Sur un terrain plat, ce sera beaucoup plus compliqué pour Tadej Pogacar de s'isoler de manière solitaire. Donc est-ce que c'est pas dans son intérêt que l'équipe rende la course dure avant la trouée et qu'après la trouée ce soit un peu plus dispatché avec des attaques à tour de rôle d'équipiers afin que les adversaires de Tadej Pogacar emmènent Tadej Pogacar sur un plateau, puisque Tadej Pogacar n'aura pas à rouler, et surtout ses adversaires auront à s'épuiser derrière un coéquipier de Tadej Pogacar qui lui, quand tu vois la start list, c'est des co-leaders en puissance, des leaders en puissance dans d'autres équipes. Donc est-ce que ça va pas être un peu le jeu du chat et de la souris du côté des Émirats première fois quand Tadej Pogacar est là, parce que ça servirait à Tadej Pogacar, parce qu'au final les autres s'épuisent derrière. Mais au-delà de ça, à un moment donné, si Tadej Pogacar veut placer une mine, il a un point relais à l'avant. Ouais. Mais dans ce cas-là, est-ce que les UAE n'enverraient pas un mec dans l'échappée matinale en relais aussi? Non, je pense pas. Je pense pas parce que en fait, la course, ça va déjà être dure parce qu'elle va être rythmée avant. Et en fait, ça va être l'après-trouée d'Arambert. Parce que l'après-trouée d'Arambert, je te l'ai dit, on va avoir vent de face quasiment jusqu'à la fin, et c'est même pas quasiment, c'est jusqu'à la fin du secteur de Mont-Saint-Pével. À partir du moment où tu vas tourner à droite et que tu vas prendre ce petit faux plat qui fait bien mal aux cannes, et là tu auras un vent qui sera un peu plus favorable, voire un vent qui sera quasiment majoritairement portant. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt des Émiratis, après la sortie de la trouée d'Arambert, frérot, d'en foutre partout, attaque de Polit, attaque de Wellens, attaque de Vermersch, moi je pense. Et je pense que des secteurs comme Orchi, c'est un secteur parfait pour qu'un coéquipier de Tadej Pogacar sorte, commence à avoir de l'avance, parce que derrière on va se dire frère, je vais pas faire l'effort, il y a vent de face. Là on commence à avoir un petit crédit et on parlera du scénario ensuite parce que ça peut servir de point d'appui à Tadej Pogacar, comme ça peut tourner en faveur d'un coéquipier parce que l'avance va falloir derrière la rattraper. T'es en train de nous expliquer qu'Antonio Morgado va gagner Paris-Roubaix, quoi. Je suis en train de t'expliquer que moi, plus les jours passent, plus je pense que soit Florian Vermersch, soit surtout ce que j'ai en tête, Nils Polit, vont remporter Paris-Roubaix. Ça serait une dinguerie. Toi, Enzo, on sait que Poggi le veut absolument. Si t'es Van Der Poel ou Van Aert ou Mats Pedersen et qu'il y a un équipier des UAE qui part devant, je sais pas, moi j'aurais tendance à laisser faire et presque limite Poggi craquer sur son équipier, quoi. Moi je pense que Poggi, si c'est un équipier à lui qui gagne et qu'il l'a pas, je pense il préfère ça plutôt que ça soit Pedersen ou Van Der Poel ou un autre, mais je pense que ça va lui casser les couilles. J'imagine que oui. Après, Van Der Poel, lui, il s'en fout, il a déjà gagné. Ouais, aussi, en plus. Donc, c'est pas grave, hein, tu vois, s'il gagne pas, il gagne pas. Ce qui le ferait fier, c'est que Van Aert le gagne, j'ai l'impression. Ah là, je rappelle que 20% des auditeurs du coup tordu, entre 15 et 20% sont en Belgique, Enzo. Donc, Ah non, je dis pas que moi, ça me ferait chier que Van Aert le gagne. Je dis que Van Der Poel, ça le ferait chier. Van Der Poel, ça le ferait chier, oui. Ah oui. Ah d'accord, oui, d'accord, j'avais mal compris. D'accord. Non, si Van Aert le gagne, ça me... Ah oui. Non, du coup, là, il vient de gagner à peu près 100% des auditeurs belges. Voilà. Non, j'ai pas dit que je ne veux pas que Van Aert gagne. Je dis juste, je pense vraiment que Van Der Poel ne veut pas que Van Aert gagne. Donc, si Van Aert part, Van Der Poel va suivre, et puis il va lui casser les couilles. C'est tout. Et je sais pas, honnêtement, Pogacar, ouais. En fait, quand je vois le nombre... Moi, honnêtement, je pense pas. Non, c'est pas que ça le fasse chier. Enfin, il va pas... Non, en vrai, ça a pas l'air d'être le mec comme ça.
c'est pas un sprinter qui est dégoûté quand son poisson pilote va plus vite, tu vois. Là, les mecs sont dégoûtés. Pogacar, je pense pas que ça le fasse chier. Le mec, c'est un kiffeur en vrai. Hein. Après, il va pas avoir 50 Paris-Roubaix dans sa carrière. Hein. Ouais, mais si un pas, équipier gagne, c'est son équipe qui gagne. Et à partir du moment où c'est son équipe qui gagne, il est content. Alors oui, il vient pour faire quelque chose. Il vient, mais quelque part, il découvre juste Paris-Roubaix. Et s'il a servi de point tactique à son équipe, honnêtement, il en sera heureux, je pense. Si c'est un coéquipier qui gagne, ça le dérangera absolument pas. Maintenant, il faut que l'équipier il essaye de mettre la balle au fond, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je pense pas que ça te dérange plus que ça. Mais par contre, c'est pas tant Van Der Poel et Van Aert qui vont être des problèmes dans ces moments-là. Moi, c'est plutôt des mecs comme Pedersen et Ganna qui peuvent être des problèmes. Parce que Pedersen et Ganna, techniquement, c'est peut-être sur les 5 favoris ceux qui sont les moins aptes à gagner. Et encore, je sais même pas, je pense que je place peut-être Pogacar trop haut. Pas aptes à gagner, mais on va dire les moins techniques sur les pavés. Ouais, c'est un peu plus moins artiste. En vrai, à part Van Der Poel, Van Aert aussi, c'est un artiste. Les mecs qui viennent du cyclo, ils savent rouler. Mais parce que Van Der Poel, c'est le meilleur du monde, mais Van Aert, c'est aussi très très propre. Mais je dis pas qu'il est pas fort, c'est pas la question. Mais je parle techniquement là. Je parle techniquement sur les. Mais techniquement, regarde le nombre de fois où il va au sol ces dernières années, Van Aert. Enfin, il y a même pas de comparaison en fait. Il y a pas de comparaison. Un mec comme Pogacar va beaucoup moins au sol que Van Aert. C'est comme en cyclocross. Alors oui, Van Aert a une certaine technique, mais il est beaucoup moins technique que les autres. Wout van Aert, sa grande force, c'est sa force intrinsèque. C'est une force brute. Il est très puissant, il est résistant, mais ces dernières années, c'est clairement pas le meilleur technicien. Enfin, en fait, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Pourquoi il tombe autant? Il y a pas de hasard. Hein. Ça peut être un très bon cyclocrossman, mais sur route, tu vois le nombre de chutes qui se tapent. Alors après, psychologiquement, ça joue aussi, et c'est compréhensible. Je suis pas en train de critiquer. Hein. Je pense que beaucoup à sa place auraient arrêté le vélo depuis très longtemps. C'est pas du tout une critique. J'essaie juste de mettre les faits. Ça lui arrive de plus en plus, et il y a une raison. Donc techniquement, non, enfin, moi, je le mets Pour pas. moi, il est au-dessus de la moyenne. Évidemment, il est en dessous de Van Der Poel parce que la terre entière est en dessous de Van Der Poel. Mais il est peut-être au-dessus de la moyenne, mais sa plus grande force, c'est pas sa technique, hein, c'est sa puissance. Techniquement, je mets Pogacar au-dessus, moi. Actuellement, je mets Pogacar au-dessus. Il y a quelques années, je dis pas, mais dernièrement, en fait, il a eu tellement de coups qui lui sont arrivés. Enfin, tu le sens, même dans ses sprints, il frotte plus, il a plus ce truc-là. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est compréhensible. Ce n'est pas une critique. C'est un fait. C'est comme ça. Mais il a perdu de ce truc qu'il avait. Il a un peu perdu. Même si, voilà, on voit quand même, il a été rassurant sur le Tour des Flandres et il sera acteur, il sera forcément acteur. Il a été rassurant physiquement, il n'a pas été rassurant non plus techniquement. On est d'accord. Là, après, physiquement, il sera là. Enfin, je suis persuadé qu'il sera là. J'ai pas trop après ce que j'ai vu la semaine dernière, j'ai pas trop de doute. Mais comme Pogacar sera là aussi. Il y a Brennan qui vient d'être annoncé comme étant un soutien pour lui, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Van Aert. Ouais, ou une très bonne nouvelle pour Brennan. Parce que aussi. Ouais. Aussi, mais il a 19 ans, encore peut-être un peu tendre pour la distance. Ça va être très dur. Hein, cette édition de Paris-Roubaix va être dure. Je pense qu'elle est des conditions avec ce vent, mais enfin. T'as tous les meilleurs classiques. Ça va pas se courir pareil. Hein. Mais surtout, tu as tous les meilleurs classic man je pense qu'il n'y en a pas un qui manque à l'appel. C'est là, on est potentiellement sur le Paris-Roubaix du 21e siècle. Brennan, alors ok, il y a 50 bornes de moins, c'est un peu moins dur, mais sur le Grand Prix de Denain, il s'est promené. Hein. Il s'est vraiment baladé. Quoi. Le Paris-Roubaix, il va le gagner dans sa carrière. Hein. Ah, c'est possible. C'est pas ça que je dis. Mais on peut pas comparer Paris-Roubaix à n'importe quelle course. Que ce soit sur la difficulté, sur la tension inhérente au sein de la course. L'expérience. Il y a l'expérience, il y a rien de comparable. Je crois, j'ai vu un truc, je crois qu'il y a que 2 personnes dans l'histoire qui l'ont remporté sur leur première participation, c'est le mec qui a gagné la toute première édition et Colbrelli.
C'est arrivé deux fois dans l'histoire. Bon, bah, c'est tombé aussi sur Colbrelli, apparemment. Je trouve que c'est assez marrant comme statistique. Mais ça n'arrive pas. Je veux dire, apparemment, même, du coup, un Eddy Merckx ne l'a pas fait, tu vois. Un Hinault l'a pas fait sur sa première édition. Est-ce que Pogačar peut le faire? Alors, oui, mais est-ce que c'est Breenan peut le faire? Non, moi, j'attendais que ça, là. Je vous voyais pas Breenan sur la start list en attaquant le podcast, mais là, je suis content, là. J'avais pas de bête, et ben là, j'en ai un. Ça me fait plaisir. Il y a rien qui justifie ça. Un top 10. Ah, peut-être. Voilà. Mais une histoire, quand tu vois les mecs qui sont alignés, Breenan, on a affaire à un phénomène. En début d'année, j'ai parlé du phénomène Paul Magnier. Bon, il y a quelques impondérables après, mais Breenan, on est aussi sur un phénomène générationnel. Et en général, un phénomène générationnel, on n'en a pas très souvent, on en voit 1 ou 2 par an. En général, ça brûle les étapes. Hein. Ça n'attend pas de ça. Voilà, le pouvoir, ça se demande pas, ça se prend. Et je pense qu'on qu'on a affaire à un mec qui est assez monstrueux. Donc à voir un petit peu les circonstances de course, comment ça va se passer. Hein. On sait que généralement, si on est d'un leader aussi sur Paris-Roubaix, on se retrouve aussi bien placé à la sortie des pavés, et avec les impondérables, ça peut aussi. On sait jamais trop comment ça se passe. Toi, Thibaut, t'avais un scénario pour cette course, pour ce final. Ah je t'ai dit, moi il va y avoir une anticipation d'un Emirati. Ouais. Je miserais à la sortie d'Orchi. Je miserais bien sur un Nils Politt qui sert un peu de point d'appui. Derrière, quand même, malgré tout, les Emiratis, ça va essayer d'embrayer dans Mont-Saint-Pével, parce que les autres coureurs ont fait le travail pour essayer de maintenir l'écart. Dans Mont-Saint-Pével, faut durcir pour les Emiratis malgré le vent de face dans la dernière portion, qui est un peu plus montante, parce que après, à la sortie, il y a le faux plat montant, et on se souvient en 2023, cacahuète monumentale de Mathieu Van Der Poel, il s'extrait du groupe avec Wout van Aert. Wout van Aert ne collabore pas, et derrière ça rentre un peu, mais tu peux malgré tout sortir. Donc je pense que Tadej Pogačar, s'il doit miser sur un truc à un moment où il doit sortir, ça doit être là. Après plus tard, ce sera un peu plus au gré, au vent de la fatigue crée, où il peut essayer de faire une différence, mais est-ce qu'il y arrivera face aux autres? Je sais pas. Donc en fait, plus j'avance, plus je pense que il y a un coup qui va prendre de l'avance, et qui ne sera jamais revu, parce que derrière les monstres vont peut-être un peu trop se regarder, et justement le fait que Tadej Pogačar ne collabore pas, profite de l'avant, ça peut creuser un écart qui sera littéralement irrattrapable. Enzo? Moi, je suis pas certain. En fait, je pense qu'il y aura tellement de mouvements de course, de mouvements dans les mouvements, qu'au final, les principaux favoris, qui sont Van Der Poel en tête, Van Aert, Pedersen, Pogačar, vont revenir. Mais quand je parle de mouvement, je suis assez d'accord sur cette idée du AE qui partirait à l'avant, mais je pense que des mecs comme Kung et Ganna, ça va suivre. Et si des mecs comme Kung et Ganna suivent, on leur laissera pas trop d'avance. En fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je pense pas que ces mecs-là vont rester derrière Van Der Poel et Pogačar en se disant eux, ils vont rouler. Ils vont quand même essayer d'anticiper. Roubaix, c'est simple, plus t'es devant, plus t'as de chances de gagner. Il y a pas de secret. C'est mieux vaut être devant, mieux vaut avoir un coup d'avance, parce que de toute façon, tu vas pas moins te fatiguer que les autres. Les pavés, c'est les pavés. Voilà. Donc il y a pas de secret là-dessus. Mais je pense que de toute façon, tu le vois, regarde sur le Tour des Flandres, Kung-Ganna, ça a anticipé. Moi, je serais pas étonné qu'ils retentent un petit peu cette tactique-là sur Paris-Roubaix. On les avait déjà vus tous les deux envoyer très très fort sur la trouée d'Arambert. Je crois que c'était en 2023, si je dis pas de bêtises, où ils étaient ressortis tous les deux dans la trouée. Et non, moi je pense qu'on aura vraiment un des favoris qui va s'imposer. Je pense pas qu'un mec va s'isoler, mais je pense qu'on aura un petit sprint sur le vélodrome de Roubaix. En tout cas, il y a un point faible qui va être pour Mathieu Van Der Poel, c'est que déjà, il avait la course sur ses épaules, mais Jasper Philipsen n'est pas sûr d'être aligné.
Il se plaint de maux de tête depuis sa dernière chute. Là, c'est sorti dans le Wielerfeld. Et du coup, ça impliquerait une potentielle commotion cérébrale. Donc, ce qui dit commo, dit protocole, et Philipsen sera peut-être out de Paris-Roubaix, ce qui serait une terrible perte tactique pour Mathieu Van Der Poel. Ah oui, ça c'est... Même si, et ça c'est une dédicace pour toi, Vincent, il a Sullivan d'Illier dans son équipe. Ah bah oui, Sullivan... Sylvain. Pourquoi je l'ai appelé comment? Non, c'est... Mais c'est parce que tu dis à chaque fois Sullivan et c'est Sylvan. Ah, Sylvan, ouais. On a une lettre près, c'est pas grave. Ouais, bah moi je vous avoue que je suis vraiment dans le flou sur ce Paris-Roubaix. Je pense que moi surtout j'aimerais bien en avoir le cœur net sur cette histoire de flotte, parce que si alors la tendance en début de semaine, c'était pas trop de pluie. La tendance ces dernières heures, c'était beaucoup de pluie. Là, maintenant, ces dernières minutes, c'est un peu moins de pluie. Si jamais il y a une averse sur le parcours dimanche après-midi, ce que j'avais dit dans Bistro Vélo, et je le maintiens, c'est que la pluie va avantager Pogačar. C'est-à-dire que Pogačar, totalement. On lui met n'importe quel parcours, n'importe quel truc. Quand il pleut, c'est un monstre, mais c'est encore un monstre plus. Chaque fois qu'il a plu sur une course, n'importe laquelle, il a mis des branlées abyssales à ses concurrents. On l'avait découvert sur la Vuelta quand il avait 19 ans. Il avait fait un solo de 120 km sur une Vuelta qu'il avait terminé 3e. C'était l'année d'avant où il remporte le Tour de France. Donc, pour moi, s'il pleut, et en plus le fait d'être léger quand il pleut sur les pavés, c'est aussi un avantage. Sonny Colbrelli, quand il gagne, on a un temps absolument dégueulasse. Colbrelli, c'était pas un poids lourd du peloton, quoi. Pas non plus un mec hyper léger, mais c'était pas un poids lourd. Donc voilà, il a ce côté. Moi, c'est un de mes plus grands regrets de ma vie, Enzo, c'est que Vincenzo Nibali n'ait jamais fait Paris-Roubaix, parce que je suis convaincu, à la vue de ce qu'il avait montré sur le Tour de France 2014, qu'il aurait pu le gagner, voire viser à minima viser un top 3. Donc, s'il pleut, Pogačar. Sans hésiter, sans réfléchir, sans discussion possible. S'il pleut pas, c'est beaucoup plus... pour moi, s'il pleut pas, il le gagnera pas. Et puis, quel est l'état de forme réel de Mathieu Van Der Poel? Il a dit qu'il a été malade après le E3. Son père a fait une déclaration en expliquant que Tadej Pogačar était le favori de Paris-Roubaix. Est-ce qu'il a été dire ça pour retirer de la pression à son fiston, ou est-ce qu'il a des infos comme quoi il récupère mal après le Tour des Flandres? Parce que quand on est malade et qu'on revient de manière un peu précoce, on peut aussi un peu taper dans les réserves et récupérer un petit peu plus mal. Juste au passage, je voulais faire une aparté, je voulais faire un gros big up, une grosse dédicace à Andrea Misfud qui s'est cassé le bassin sur la vitrée Adélaïde de Nice Métropole, qui est le premier coureur qu'on avait reçu dans le podcast, qui est passé sous bannière chypriote, qui faisait un super début de saison. Maltaise, voilà. Maltaise. Raison de me corriger, Enzo. C'est les îles, elles sont pas très loin. Voilà, qui court désormais pour Malte, qu'on avait vu au dernier championnat du monde, et qui était vraiment très bien en ce début d'année. Donc voilà, il l'a promis sur son compte Instagram. Allez lui laisser des petits messages, ça lui fera plaisir. Il l'a promis sur son compte Instagram qu'il reviendrait d'ici à la fin de la saison pour essayer de récupérer le pic de forme qu'il avait sur ce début d'année. Donc voilà, bon rétablissement à Andrea. Et donc pour revenir là-dessus, Van Der Poel, est-ce qu'il y a bluff du daron, est-ce qu'il n'y a pas bluff du daron, c'est un peu compliqué, et voilà, et Pedersen et Ganna ont l'air ultra méga forts. J'ai l'impression qu'ils ont jamais été aussi forts, et ils ont préparé aussi leur pic de forme, comme Van Aert, qui a aussi préparé son pic de forme. L'objectif, c'était les Flandres et Roubaix, donc je pense que la préparation est validée. Je pense que physiquement, il s'est rassuré. Donc franchement, c'est entre les quatre là, je serais surpris que le vainqueur, s'il pleut, je serais surpris que le vainqueur soit pas Pogačar, et s'il pleut pas, je serais surpris que le vainqueur soit pas Pedersen, Van Der Poel, Ganna ou Van Aert. Mais c'est vraiment... Je peux ajouter un élément sur la pluie? Ouais, Thibaut. On parle souvent du poids. Remémore-toi, de toute façon, il y a un article qui est sorti
du côté d'Eurosport pour remonter le temps et voir un coureur. De toute façon, dans tous les cas, pour voir un coureur de classement général s'inscrire sur Paris-Roubaix, faut passer les années 2000. Faut remonter avant, mais faut remonter à 2001, pour trouver un coureur qui s'impose et qui fait moins de 70 kilos, à savoir Servet Knaven. Et ce jour-là, il pleuvait. Ouais. Et je me demande, c'est Nicolas Fritsch qui en parlait sur les réseaux sociaux, l'année où Laurent Fignon fait 3e, alors on monte encore plus loin. Je pense qu'il l'avait dans les jambes ce jour-là. Hein. Il est un peu parti en chasse-patate. Il en parle dans son livre d'ailleurs. On était jeunes et inconscients. Faudrait demander à Guimard d'ailleurs. Mais il me semble qu'il faisait pas très très beau et il l'avait dans les jambes. Hein. Donc c'est voilà, un Paris-Roubaix sous mauvais temps. C'est autre chose. S'il fait pas beau dimanche, pour moi ça remet dans le jeu. Alors un mec dont on ne parle absolument pas, mais petit à petit on voit quand même que la forme revient. Il fait 21e sur le Tour des Flandres. C'est Matej Mohoric. Hein. Mohoric, il a déjà été offensif sur Paris-Roubaix. Il est à la rue. Il revient. Il est à la rue. Ah, son Tour des Flandres était pas mauvais. Il sera à la buvette. Il était pas mauvais sur le Tour des Flandres. Ça revient petit à petit. Et il y a aussi un théorème. Hein, et Enzo, tu le connais très bien ce théorème. Hein, sur les courses de plus de 250 km, faut toujours eu Matej Mohoric. Ouais, non, mais oui, toujours eu Matej Mohoric quand il est en forme. Il est perdu, là. Hein. Il était malade. Oui, il y a eu des problèmes de santé. Alors, regarde, il fait DNF sur le E3, DNF sur Gangwevelgem, 49e sur à travers la Flandre, 21e sur le Tour des Flandres. Donc, c'est quand même... Je regarde pour revenir à ton élément, quand même, au-delà de Matej Mohoric, je suis allé de 88 et le podium Fignon, c'est sec. Hein. C'était sec ce jour-là ? Ouais. D'accord, mais il faisait froid. Je sais plus, hein, il me semble que c'était pas non plus un temps ultra méga printanier. Et quand Hinault le gagne, c'était dégueulasse ou pas le... Alors là, vraiment, on remonte... Alors là, je te laisse digresser, moi je vais chercher et... Je t'en reparle d'ici 2 minutes. Mais il me semble que quand Guédon la gagne aussi, Frédéric Guédon, je crois que le temps était pas très très beau un jour-là, hein, de mémoire. Et Guédon, c'est pas non plus c'est pas un grimpeur, c'est pas un coureur de grand tour, mais c'est pas non plus moi j'ai mémoire de voir tu me diras à chaque fois à Paris-Roubaix, il y a de la boue. Parce que des fois le temps peut être sec aussi, mais le pavé peut être mouillé, quoi. Donc, il y avait du pavé mouillé en tout cas pour Hinault. Il y avait du pavé mouillé pour Hinault. Bon, voilà, donc vraiment la météo critère primordial. On passe au pronostic ? Vas-y. Allez, Thibaut, je te laisse la main. Moi je vous laisse la main. Moi je pars sur mes trucs à la... Allez, bon, alors Enzo, je te laisse la main. Qui va gagner ? Complètement barré. Les gars, c'est le moment. C'est l'heure. Ça fait des semaines, des mois, des années. Mais je pense que enfin, ce 13 avril, c'est le moment. Je l'avais dit dans le livre. C'est pour Ghana. Je l'avais dit, la prophétie. La prophétie du livre parier sur le cyclisme qui va enfin se réaliser. Voilà. Les planètes sont alignées. Il n'a jamais été aussi en forme. Tu sais que c'est le seul truc que j'ai dit dans le livre qui s'est pas réalisé. Que Ghana va gagner Roubaix. Ouais, j'avais parlé des zones grises, de l'avènement de Tom Pidcock alors qu'il était inconnu à l'époque. C'est vrai, quand je le relis, je me dis j'ai pas raconté trop de la merde. Mais voilà, j'ai dit que Filippo Ganna allait gagner un jour Paris-Roubaix. Honnêtement, sur le Tour des Flandres, il a été mieux que ce que je pensais. Vraiment le top 10. En plus, le sprint de furieux. Mais alors vraiment de furieux qui sort pour aller chercher la 8e place. Il y a personne qui peut le remonter. Sprint vent de face hyper long, alors qu'il était complètement cuit. Je vous jure qu'il gagne le sprint sur le Vélodrome de Roubaix. Et je vais aller même plus loin. Je pense que s'il était bien dans la roue de Van Der Poel sur Milan-San Remo, il gagnait Milan-San Remo. Je pense que l'erreur qu'il fait, c'est de se retourner et de regarder Pogačar. Parce qu'il n'était pas moins fort au sprint que Van Der Poel sur 300 mètres. Et je pense que dimanche, c'est sa revanche. Alors pour ceux qui jouent, la victoire de Filippo Ganna, c'est du 11. Thibaut.
À toi là. Là, moi, je te dis, je vais partir sur mon scénario d'anticipation avec. De toute façon, c'est un pronostic, hein, c'est pas forcément un pari. Une victoire de Nils Politt. Néanmoins, allez, si on est réaliste, si c'est une bataille de Cador, ce sera le premier monument, parce que ce sera une victoire inédite pour Mats Pedersen. Ouais, moi j'ai l'impression que Pedersen Ghana, ça peut être la bonne. Donc moi prono, s'il pleut, Tadej Pogačar. Donc ça veut dire que je vais me prononcer que probablement je vous dirai ça dans le week-end. Peut-être un petit bonus en podcast ou sinon sur les réseaux sociaux, dès qu'on sera sûr à 90-95% de la météo. Et franchement, s'il pleut pas, j'en sais rien. S'il pleut pas, j'ai vraiment du mal à me projeter, à me faire une idée. Il y a déjà des match-ups qui sont proposés. Tiens, je les avais pas encore regardés. C'est comme un match-up sur Paris-Roubaix, c'est quand même assez gamble, Thibaut. Je pense Paris-Roubaix, c'est quand même une course où il faut essayer d'aller un peu taper des grosses cotes. Parce qu'il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Après, honnêtement, les match-up, je les ai pas vus. Donc, je ne peux pas t'aiguiller là-dessus. Ni même les top 10, pour être tout à fait transparent. Donc, il y a des match-up là? Il y a des match-up. Non, après le top 10 de Lucas Koubis, par exemple, à 7, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais encore une fois, il va y avoir de la grosse concurrence. Mathieu Brinnan, il est aligné à avoir pareil, un top 10 de Brinnan, c'est aussi dans l'idée quelque chose qui pourrait me plaire. Je pense qu'un top 10 de Tim Merlier aussi, c'est pas mal. Hein. J'avais un peu plus de réticence, après sa chute malheureuse et son genou, mais enfin, Tim Merlier, il va très bien là en ce moment. Vous avez écouté, on connaît nos classiques là, le podcast belge là. Non. Putain, ce qui est ouf, c'est que enfin c'est pas ouf, c'est bien vu de leur part, mais Cameron là, la femme de Tim Merlier, mais en fait c'est la plus intéressante du. Mais c'est très tranchant. Ouais, il y a de l'info. C'est vraiment elle la plus-value parce que évidemment Bullen s'y connaît le vélo, Bertens aussi, mais ils peuvent pas s'empêcher d'avoir ce côté chauvin, alors que elle c'est vraiment factuel quoi. C'est juste, c'est précis, il y a de l'info, elle en dit trop et pas assez, et puis on voit qu'elle connaît mieux que personne quoi. Donc je trouve que c'est honnêtement, à part ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand elle est avec Tim Merlier, et que je savais qu'elle était la fille de Frank Vandenbroek, je ne savais rien d'elle, et je trouve vraiment qu'au niveau des, je le dis pour tout le monde, je trouve vraiment qu'au niveau des podcasts en ce début d'année 2025, c'est vraiment la bonne surprise quoi. Vraiment je trouve que il devrait d'ailleurs, là pour l'instant, je trouve qu'il l'exploite, c'est assez limité. Je trouve qu'il devrait lui donner un peu plus la parole. Et Axel Merckx aussi. Axel Merckx quand même, le mec, Axel Merckx, ça connaît le vélo, bien sûr. Mais les deux là, vraiment, en tout cas, c'est vraiment très très bien vu. Là, le mec qui a eu l'idée là-bas, je le félicite. Donc voilà, écoutez, pas beaucoup plus sur peut-être un petit mot du Paris-Roubaix féminin, Thibaut, toi qui t'intéresses au... Il y a la start list, et en plus le Paris-Roubaix féminin, ça part souvent dans tous les sens. Ah là dans le vélo féminin, c'est là où on a des coups tordus en ce moment. Ouais, mais bon. Honnêtement, plus ça dépend des circonstances. Il y a peut-être des coups à tenter intéressants, mais là... Ça court samedi, elles auront pas de pluie, c'est sûr. J'ai pas vu les conditions de vent, des trucs dans le genre. Si vent d'eau, je me dis une grosse rouleuse comme Chloé Digert. Après, faut voir. Mais côté à 34. Mais bon, ça pue soit l'auteur reste quand même favorite, mais
Balsamo, c'est pareil, ça peut. Et puis, Balsamo va profiter un peu, malheureusement, Elle a gagné aujourd'hui. des circonstances. Ouais. En tout cas, il y a des cotes sur le Bookref. Moi, je le dis aussi parce qu'on est un petit peu dans le divertissement sportif. Je pense qu'en France, les cotations ne sont pas autorisées pour ce Paris-Roubaix féminin, si je dis pas de bêtises. Au nom de l'équité, au nom de l'équité sportive, et on sait aussi que le fait de pouvoir mettre une petite pièce et de pouvoir vivre le divertissement sportif, c'est aussi quelque chose qui peut amener des gens à s'intéresser davantage au cyclisme féminin. Donc je trouve qu'au nom de l'équité sportive, du côté de nos amis de l'ANJ, on pourrait aussi un petit peu se lever les doigts du fion et proposer un petit peu plus de cyclisme féminin aux parieurs français, où on est quand même très très machiste, je trouve, dans le choix des épreuves qui sont proposées. Je crois qu'il y a à peine le Tour de France et les championnats du monde. Je trouve que c'est limite honteux. Donc amis de l'ANJ, à rectifier le tir. Voilà, on est en 2025, on est sur. Regarde le vent. On joue sur la parité. Regarde le vent du samedi parce qu'il y a un truc qui me. Et je le dis dans le coup tordu, on va s'intéresser de plus en plus au cyclisme féminin. Ça va être un des axes d'avancée du coup tordu. Moi, j'aime les surprises, donc attends. Voilà, il peut y en avoir. Ce serait pas l'heure. Ouais, mais je sais pas, elle est quand même surfavorite. Kopecky. Kopecky et Bibus à 3,25. Ouais, les deux. Ouais. Enzo va nous donner Chiara Consoni à 81. Longo Borghini, elle est toujours blessée, je crois, elle est tombée. Non, elle est cotée à 15. Ah, elle a pas. Ouais, mais elle est tombée, je crois, sur le Tour des. Non, elle est tombée. Honnêtement, c'est bien pour ça que elles sont pas de la même équipe, mais Balsamo a remonté encore dans la hiérarchie sans Elisa Longo Borghini, en sachant qu'elle était déjà au-dessus. Non, moi c'est celle qui me posait interrogation et j'ai pas vu sa hiérarchie dans les cotes actuellement. Attends, si, je viens voir. Ok, 6e. Hélène Van Dijk en solitaire, ça peut le faire aussi. Hein. Mm-hmm. Moi, je pensais à une dingue. On a un vent de sud-est de 18 km/h. Honnêtement, tu vois, mon idée, Hélène Van Dijk, elle me plaît de plus en plus. Hélène Van Dijk en solitaire, ça pourrait être pas mal. Au vu de la forme en plus de la néerlandaise de la Lidl, ça me botte de plus en plus. Eh ben, on partira là-dessus alors. On partira là-dessus pour ce Paris-Roubaix féminin. Eh ben merci beaucoup pour ce coup tordu, Thibaut, Enzo. Enzo, les previews sur ton site The Big Gear, on rappelle. Ouais. Le Tour du Pays Basque et qui continue et la prévue de Paris-Roubaix. Roubaix, ouais. Thibaut, des choses de prévues sur Vélo Futé ? On va bientôt sortir les previews des Ardennaises. Ah, très très bon. Voilà. On en parlera bien évidemment la semaine prochaine dans le coup tordu pour le fameux triplé de Tadej Pogačar. C'est ça. Voilà. Pas de malheur. Bon, je pense qu'on va y avoir le droit. Bon, merci à tous. Thibaut Champ pour retrouver Thibaut sur X sur Twitter. Enzo, analyste Phoenix sur X sur Twitter. Et puis le coup tordu présent sur tous les réseaux sociaux, X, Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Threads. On est sur Blue Sky. On est partout. Donc abonnez-vous, rejoignez-nous. Ça fait toujours plaisir. À plus les amis. Salut tout le monde.